Tout de suite, la première émission de l'année, c'est-à-dire... C'est un personnage cultissime avec qui nous adorons passer un petit moment, surtout pendant les longues nuits d'hiver, ou alors, pour commencer l'année, avec un sourire coupable. C'est l'agent secret britannique le plus célèbre de la planète, j'ai nommé James Bond. Bonsoir Laurent Puriot. Bonsoir Mélanie. Alors, vous n'êtes pas James Bond, mais presque, puisque vous êtes le cofondateur du James Bond Fan Club en France. Vous êtes aussi le co-auteur de ce livre extrêmement agréable à feuilleter puisqu'il y a plein d'illustrations, plein d'informations. C'est très fouillé. Ça s'appelle Bon baiser du monde. C'est chez Duno. C'est une sorte d'atlas des lieux de tournage qui concerne les 25 James Bond. Alors, avant d'aller se promener aux quatre coins de la planète avec vous, d'abord, ce personnage. Comment est-ce qu'on explique cette fascination ? C'est un personnage qui existe au cinéma depuis 58 ans, puisque 2022 fêtera les 60 ans de James Bond au cinéma. Et c'est un héros qui a su traverser les époques, parce qu'en fait, même si lui ne change pas beaucoup, il a su se réinventer et s'adapter à l'époque qui, elle, change. Et puis les films d'espionnage, longtemps, ça a été assez sombre, finalement. C'était du noir et blanc. Oui, en fait, dans les années 60, les films d'espionnage étaient des films un peu sombres, un peu noirs, et en noir et blanc en plus. Et en fait, James Bond a été vraiment le premier VRP, parce que dans les années 60, on ne prenait pas l'avion comme on voyage aussi facilement qu'aujourd'hui. Et en fait, James Bond a amené le monde aux spectateurs dans les salles de cinéma, avec de la couleur, des paysages somptueux, puis l'arrivée du cinémascope. Donc c'est quelque chose qui a changé la vision du monde pour les spectateurs. Alors ça correspond à une recette très très maîtrisée, évidemment par les producteurs. Vous avez identifié une dizaine d'ingrédients qu'on peut retrouver à travers les films. Oui. On ne va pas tous les lister, mais il y en a quand même qui sont très importants, qu'on retrouve à travers évidemment tous les opus. Il y en a une quinzaine, hein, mais la première recette, c'est d'abord un bon scénario. Ça peut servir quand même pour aimer un voilà, film au cinéma. pour raconter une histoire, c'est quand même un préalable. Ensuite, un bon acteur pour jouer le rôle de James Bond. Il y en a eu comme 6. Il y en a eu 6, tout à fait, si on compte les James Bond de la saga officielle. Un bon réalisateur, bien sûr. Et puis, il y a toute une série d'ingrédients, les gadgets, le glamour, le luxe, les vêtements, les montres, les voitures, bien sûr, les méchants. Parce que, évidemment, comme disait Hitchcock, plus le méchant est bon et meilleur sera le film. Et puis les James Bond Girls, bien sûr, qui ne sont pas là que pour leur plastique magnifique. On va y revenir d'ailleurs. Et puis les cascades aussi. Et les cascades. Alors est-ce que d'ailleurs ce sont des cascades avec un peu d'image de synthèse Pas tant que ça. En fait, une des forces des films de James Bond, c'est que ça repose d'abord sur une performance humaine avant tout. Quand un cascadeur est sur une moto et saute d'un toit à un autre, c'est pas un bonhomme en image de synthèse. Quand il saute d'avion sans parachute, bon bien sûr il a un parachute, mais c'est pas une image de synthèse. Ils ont des doublures quand même. Il y a des doublures. Mais des vraies doublures. Des vraies doublures. Il y a quelques effets numériques pour aller effacer un câble par-ci par-là, ou rajouter un bout de décor, mais non, la performance humaine est réelle, et ça, James Bond a été précurseur de ça. Alors, une des forces des James Bond, vous parliez des méchants, finalement, cette capacité à s'adapter à toutes les époques, c'est un peu, je sais pas, une sorte de géopolitique du 007 quand on les suit. C'est exactement ça. En fait, les méchants ont changé à travers les décennies. Dans les années 60, James Bond se battait plutôt contre le Spectre, vous savez, cette espèce d'organisation terroriste, secrète, qui veut manipuler les gouvernements. Et puis, en même temps, il combattait le KGB et le SMERSH. Et puis, avec l'arrivée de Roger Moore dans les années 70, on a un peu changé de méchant. On est arrivé plutôt à l'ère des savants fous, comme Stromberg, qui avait une base sous l'eau, qui voulait recréer un monde sous l'eau, ou Drax, qui lui partait faire l'Arche de Noé dans l'espace pour détruire toute vie sur Terre et revenir peupler avec ses êtres parfaits. Ça, c'est dans Moonraker, c'est dans Moonraker, voilà, en 79. Et puis, alors aujourd'hui, justement, oui. Alors, les années 80 ont vu le mur de Berlin tomber. Donc, il n'y a plus les sales types du bloc de l'Est, mais il y a toujours des sales types pourris à combattre. Des anciens agents doubles qui veulent se venger, des patrons de la presse qui veulent détourner l'information, créer des guerres, d'autres qui veulent contrôler l'eau, et puis il y a aussi tous les cyberterroristes, comme par exemple Silva dans Skyfall. C'est beaucoup plus proche de nous. Une sorte de geek. Exactement.
Dans votre livre, vous présentez différents lieux. Je le disais, alors les lieux de tournage, mais aussi leurs secrets. Et alors, c'est assez stupéfiant parce qu'on se rend compte que ça n'a souvent aucun rapport avec la réalité. Alors, il y a les deux. Parfois, un lieu de tournage est réellement choisi pour ce qu'il est, et parfois, il va représenter tout à fait autre chose dans un film. Par exemple, dans Moonraker, puisque vous l'avez cité tout à l'heure. Le racleur de lune. Voilà, oui, exactement. Le ratisseur de lune, Moonraker. Le méchant, Drax, qui est interprété par Michel Lonsdal, a un château en Californie. James Bond s'y rend. En réalité, le château se trouve à Vaux-le-Vicomte. Donc un peu de chauvinisme. Un peu de chauvinisme. Moonraker James Bond aime bien la France. Ah oui, il y a beaucoup de films qui ont été tournés en France. Beaucoup de films en France. Ah oui. Alors qu'on n'est pas forcément en France. On n'est pas forcément en France tout le temps. J'aime bien cette petite anecdote que vous racontez. Une petite station de ski pyrénéenne, Péragude, qui ne représente pas du tout un paysage français dans le James Bond. Non, c'est le Khyber-Pass, donc c'est la station de Péragude. Et le pré-générique de Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan en 97 a été tourné pendant quelques semaines là-bas pour finalement très peu de temps à l'écran. Et surtout pour représenter les confins de l'Afghanistan et du Pakistan. Voilà, le Khyber-Pass, exactement. Donc l'effervescence dans cette petite station de ski en France. Ça a été quelque chose. Et puis 2 ans après, ils ont remis le couvert avec Chamonix, qui est une doublure pour les monts du Caucase. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a même des pistes 007 en souvenir un peu au tournage du film, notamment à Péragude, je crois. Oui, tout à fait. Alors, les acteurs, vous le disiez, il y en a eu 6 officiels, bien sûr. Roger Moore, Sean Connery, évidemment, Pierce Brosnan, Daniel Craig. George Lazenby. Voilà, exactement. Petite révolution dont bruisse le monde de James Bond aujourd'hui. Vous allez nous la confirmer ou pas. Une James Bond girl, une 007 femme. Ce serait une petite révolution. C'est une nuance. Parce que James Bond ne sera jamais une femme. James Bond restera James Bond. Mais le matricule 007 ne lui appartient pas. C'est le nom de code qui lui est donné au sein de la section 00 MI6. Mais si James Bond n'est plus en service actif, est retraité ou est mort, son matricule peut être attribué à un nouvel agent. Et alors, qui serait ce nouvel agent ? Est-ce qu'on a des petites infos ? Réponse dans le prochain film, dans Mourir peut attendre. J'ai quand même quelques petites rumeurs. Alors, est-ce qu'elles sont justes ? Une femme qui serait une femme noire et qui s'appellerait Lashana Lynch. Lashana Lynch, c'est le nom de la comédienne. Oui, il y a de fortes chances qu'elle soit le nouveau 007 dans Mourir peut attendre, mais James Bond est dans le film et reste James Bond. Vous nous rassurez quand même. Voilà. Et James Bond reste un petit peu matiné de misogynie finalement, de femmes hyper sexualisées. Vous savez, on a toujours besoin de lui pour nous sauver. C'est ça, c'est-à-dire c'est le boy scout, James Bond. Avant, il sauvait l'Occident des méchants de l'Est. Aujourd'hui, il sauve le monde d'autres menaces. Mais oui, James Bond a ce côté boy scout, un petit peu misogyne. Et c'est aussi ce qu'on aime chez lui, c'est son ADN, et on aime voir un petit peu comment il est en conflit avec l'époque actuelle. C'est ça qui est drôle et qui amène des situations intéressantes au cinéma. Je pense d'ailleurs que les scénaristes ont pas mal développé le côté #MeToo dans le prochain James Bond. Avec une des références, c'est ça, oui, à cette période-là ? Tout à fait. Qui restera le James Bond, finalement, par excellence ? Je ne vais pas être très original si je vous dis Sean Connery. Qui est mort en octobre dernier. Fin octobre. 90 ans. Ouais. C'est le James Bond iconique parce qu'il a été le premier à l'interpréter au cinéma. C'est lui qui a créé le rôle, qui en est une des interprétations les plus iconiques. Et s'il faut retenir qu'un James Bond, je les aime un peu tous, mais oui, on va dire Sean Connery. Alors, toujours Daniel Craig, d'ailleurs, dans le prochain, là, qui devrait sortir, il a été maintes fois repoussé, mais qui devrait sortir cette année. Je l'appelle Sortir peut attendre. Voilà, Mourir peut attendre, Sortir peut attendre. Le 31 mars. 31 mars, ouais. Peut-être la fin du James Bond pour lui, de ses opus pour lui. Qui, comme prochain James Bond ? Si des producteurs nous regardent, c'est le moment jamais. Est-ce que vous avez un acteur fétiche ? C'est ma vérité, c'est pas la vérité universelle. Moi, j'aimerais bien Henry Cavill. Henry Cavill, qui joue Superman, qui a joué un espion au cinéma, Napoléon Solo. De James Bond à Superman. Voilà, ce serait bien. Eh bien, écoutez, c'est entendu. On verra bien si vous avez peut-être eu l'œil. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau, Laurent Perriot, co-auteur du livre Bon baiser du monde. Guillaume Evin, coécrit avec Guillaume Evin. Voilà, c'est aux éditions Duno. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.